Julien Lanas, je vous donne la parole. Je rappelle que vous êtes co-rédacteur du Conseil national numérique. Et ce Conseil national numérique, il a fait certaines recommandations concernant évidemment l'usage du numérique. Peut-être quelques-unes pour continuer cet état des lieux du vrai et du faux, en tout cas connaître les vraies représentations, enfin en tout cas celles qui sont justes. Et peut-être rebondir sur ce que vient de dire aussi. Je sais que vous avez envie de parler de ce qui se passe dans la classe. Donc déjà, je vais vous remercier pour l'invitation et préciser que j'intervenais ici à titre personnel. Donc voilà, je ne représente aucune institution, sinon moi-même qui n'ai pas, je ne suis pas encore une institution. Donc j'ai effectivement participé à l'avis numéro 10 du Conseil numérique qui a été publié en mars. Et ce que c'est que ce conseil? Alors c'est un organisme consultatif qui a été mis en place par le président sortant et qui avait pour ambition effectivement de donner des avis comme ça sur la politique numérique notamment et qui rassemblait un certain nombre de compétences. Et le membre le plus éminent du conseil était J.B. Babineau, voilà, qui préside encore, je crois, le conseil. Donc on a travaillé sur cet avis numéro 10 sur le numérique à l'école, et on s'est pas trop justement posé la question de la pédagogie. Parce que c'est vrai que, comme le disait M. Videguin, il y a effectivement énormément de flou sur ce que peut apporter le numérique en termes de pédagogie. Et alors après, dans le domaine du cognitif, il reste du flou, c'est vraiment très très dur de savoir quel peut être l'apport. Donc on s'était vraiment placé à un niveau un peu macro, on va dire. Et il y a trois recommandations qui ont été faites. La première, c'est effectivement régler la question de la fausse dichotomie entre ressources matérielles et ressources pédagogiques. Donc entre le champ de compétences du service déconcentré et le champ de compétences du service décentralisé, donc la collectivité face à l'académie. Donc comment on fait pour régler ce problème qui est effectivement pour la mise en place de politiques territoriales qui peut être véritablement un handicap, puisqu'en fait on a des responsabilités qui sont partagées sur les questions d'usage et les questions de ressources matérielles et puis logicielles, puisque les collectivités territoriales investissent de plus en plus dans le logiciel, donc elles dépassent en fait leur prérogative qui était uniquement de s'occuper d'équipements matériels. Et du coup, dans certains territoires ça se passe très bien, et dans d'autres ça se passe pas. Donc ce territoire qui a été relevé. C'est pas une question d'iniquité, c'est une question en fait d'ingénierie relationnelle, c'est-à-dire que comme il y a du fait du numérique, la dernière loi de décentralisation devient un peu caduque, hein, puisqu'avant effectivement quand on avait une craie, un tableau noir et puis de l'autre côté un manuel papier, la séparation était assez claire, quoique pour le collège en tout cas la séparation était assez claire entre le matériel, on va dire basique, et puis le matériel à caractère pédagogique. Et là, avec le numérique, on s'aperçoit que cette frontière-là devient plus floue et demande une gouvernance commune. Donc ça, c'était la première recommandation. La deuxième, c'était de réfléchir en termes de pilotage, on va dire soft, hein, de la politique d'éducation numérique, c'est-à-dire donner un sens, une direction à cette politique, c'est-à-dire parler effectivement aux enseignants, leur dire que voilà, la collectivité, comme l'a dit M. Videguin, pourra dire voilà, pour le numérique va servir à permettre de diffuser le repas de cantine. Bon, c'est pas un argument pour l'enseignant qui est assez parlant. Et à côté, on a un discours qui va être centré sur l'enfant, sur l'adolescent, en lui disant voilà, si vous changez votre pratique, vous intégrez plus du numérique, il va y avoir un progrès incroyable. Donc ça, c'était l'axe des enthousiastes. Et ça se vérifiait pas forcément dans la classe pour l'enseignant qui dépensait des heures et des heures, qui passait des heures dans le changement de ses
seuil tout un pays en termes d'éducation numérique. Donc ça c'était la deuxième recommandation, essayer de mettre en place un organisme consultatif qui puisse faire de la veille stratégique, du conseil auprès des collectivités, mais aussi auprès des services déconcentrés de l'État et des académies. Et ensuite, troisièmement, le Conseil national numérique est constitué d'entrepreneurs. Donc la troisième question qui se pose, c'est la question du marché. C'est-à-dire comment on fait pour que les entreprises françaises puissent développer des logiciels pertinents, efficaces en termes pédagogiques. Comment on fait en sorte qu'elles aient les moyens de le faire, comment on fait en sorte qu'elles puissent accéder à un marché qui est très complexe pour les entreprises, le marché de l'éducation, puisqu'il y a un prescripteur, un acheteur, un utilisateur, un évaluateur, et tout ça, c'est des personnes différentes la plupart du temps. Donc c'est un marché complexe, donc on essayait, dans une troisième recommandation, de réfléchir à la mise en place d'un portail, d'un pool national de ressources, avec une partie en libre accès, permettant à l'enseignant d'avoir des ressources et un panel de ressources représentatifs, et ensuite d'avoir en parallèle peut-être des offres privées. Donc voilà en gros les trois recommandations du Conseil national numérique. Après, c'est vrai que j'aimerais réagir sur les questions qui ont été abordées, notamment la question de la comparaison par rapport aux autres pays, et notamment de la comparaison par rapport à la Finlande. Il y a un autre pays qui est souvent comparé, c'est un exemple, c'est la Corée du Sud. Et il y a une anecdote que je trouve assez parlante pour montrer que ce champ-là de l'éducation numérique et de l'innovation dans l'éducation est un champ extrêmement politique, où beaucoup des choses qui sont dites sont affaires de communication et de communication gouvernementale. Donc il y a quelques années, il y a un an ou deux, il y a le gouvernement, le département de l'éducation nationale de Corée du Sud qui a fait une grosse conférence de presse pour montrer qu'il y avait des robots qui enseignaient l'anglais en classe. Alors il y a plein de journalistes qui se sont déplacés et la plupart ont commencé effectivement à mener leur enquête et ils sont aperçus que les robots ne faisaient qu'enregistrer les questions des élèves et qu'en fait les questions étaient ensuite transmises à des équipes enseignantes dans les équipes enseignantes philippines qui répondaient et ensuite le robot restituait la réponse. Donc en guise de robot, on avait un dispositif de visioconférence. Donc le retard de la France par rapport à des pays comme la Corée du Sud ou par rapport à des pays comme la Finlande ou même par rapport au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni s'est lancé dans un plan d'investissement dans les tableaux numériques interactifs. Il y a 70% des établissements d'enseignement secondaire qui sont équipés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on remet en cause les qualités pédagogiques de cet équipement en insistant sur le fait qu'effectivement, ce qui est primordial, c'est les aspects de formation. Donc, c'était juste pour relativiser un peu cette idée du retard français. C'est vrai que c'est, comme le disait Denis Kouchner, c'est vraiment un temps long. Je pense que la transformation de la pédagogie, la remise en cause du rôle du maître, du passeur de savoir, donc c'est des choses très difficiles à mettre en œuvre, qui peuvent prendre plusieurs générations, et avec cette autre temporalité qui est imposée par la technologie, on a un décalage qui est parfois pas à l'avantage effectivement du système éducatif ou des enseignants. Merci